Coucou, ça va? Moi ça va impec. Donc aujourd'hui je vais parler de The Wire. Donc c'est une série américaine diffusée entre 2003 et 2008 sur HBO. C'est lourd, ça lève ton cosmos, donc je vais en toucher des mots. Donc David Simon, c'est un journaliste au Baltimore Sun. Il a passé un an chez les flics dans la section des homicides. Puis plus tard, il passe un an à observer The Corner, le coin de rue de Baltimore, qui est le carrefour du trafic de stupes en fin des années 90. Donc peu à peu l'idée de The Wire lui vient en tête. Il faut également remonter à mon époque de journaliste. J'avais passé une année au cœur de la police, et là j'avais saisi tout le point de vue qu'avait la police sur le monde. Et puis pour mon livre suivant, The Corner, je suis allé sur le coin d'une rue à Baltimore, et j'ai regardé ceux qui étaient sous l'œil de la police. Donc les gens qui étaient du mauvais côté de la barrière dans cette guerre des drogues. Et dans les deux cas, j'ai trouvé ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai trouvé que tout le monde était humain. Et ça, c'était une idée tout à fait puissante. On peut dépeindre des personnages plausibles des deux côtés et qu'il y aurait un conflit entre les deux. Et ça, je me suis dit, voilà le matériau pour faire une fiction formidable. Donc HBO, le canal plus américain, et chaudard sur le projet. Avec Surécoute, je cherchais à avoir la même argumentation sur la problématique de la drogue et sur les priorités économiques que celle que j'essayais d'examiner avec The Corner, le travail journalistique sur la drogue. Le résultat, c'est que je ne voulais pas faire une série télé en tant que telle. Il fallait que ce soit une série, évidemment, c'est ça que je faisais. Mais je me suis dit que si je fais appel à des scénaristes de télé, eh bien, ils allaient me faire un scénario de télé. Donc ce serait une série télé. Donc j'ai recherché des gens qui voulaient faire quelque chose de plus romanesque, moins un épisode. Vous voyez, des gens qui savaient travailler le roman plus que la série télé. Et j'ai cherché des plumes qui savaient utiliser le format du polar pour étudier les questions sociales. Donc on peut compter différents membres. J'ai pris David Miles, il a connu quand il était journaliste. David Lee Haynes, c'est genre un romancier. Il a fait les books qui ont inspiré Mystic River et aussi Shutter Island. Ed Burns, lui c'est un flic, et du coup là, il s'est reconverti en showrunner comme on dit. George Pelicano, lui c'est un auteur réaliste, tout ça. Richard Price, qu'est-ce qu'il a fait ce con? À l'époque de The Wire, il avait déjà fait des romans. Il a déjà aussi travaillé sur quelques films. Et William S. Zorzi, donc lui c'est pareil, c'était un journaliste qui a connu David Simon au Baltimore Sun. Donc voilà, donc en gros, avec toute cette team qui cassait un peu les codes des trucs télé classiques, avec tout un peu les schémas. David veut faire un truc un peu plus romanesque, différentes compétences des mecs et tout. Ça a permis de taper vraiment juste sur à la fois le côté psychologique, le côté individuel, le côté sociologique, le côté systémique, comme on va dire. Mais la manière dont les gens ont perçu finalement la série, il n'y a pas vraiment de sort plus qu'un autre, mais les deux se nourrissent l'un et l'autre, et c'est toujours un giga classique, on va pas se mentir. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est devenu populaire dans deux endroits genre complètement différents. Que ce soit les universitaires, avec côté sociologie et philosophie un petit peu. Et de l'autre côté, il y a la musique, avec le rap-jeu. Les deux mondes qui se parlent pas beaucoup, une ligne, un point commun, c'est pour se dire que ça défonce quoi. Et genre devant The Wire, les universitaires, ils sont vraiment comme un éleveur de chèvres au salon de l'agriculture quoi. Trop contents de pouvoir exposer leur travail devant tout le monde. Comment les institutions et les réflexions pour lesquelles ils travaillent, elles sont présentées de manière accessible pour un grand public. Accessible et grand public, c'est deux mots qui sont du mal à appliquer pour leur travail quoi. Et on en revient à David, pour cette vision-là, c'est celle qui m'intéresse. Pour ce qui est du rap, là pareil, c'est une autre face de la médaille, complètement différente, un peu comme on peut le pressentir. Et donc le premier truc, pourquoi je pense que ça a autant parlé aux gens, c'est parce qu'il donne la parole à une réalité, et à des personnes à qui on ne donne pas la parole. Le rôle des Noirs ou des Arabes en France, c'est rare. Et encore, quand ils sont là, les persos puent sa mère.
C'est l'autre, son associé là, il faisait genre j'avais pétadé que tru alors que j'avais rien fait, moi c'est pas moi. Donc The Wire, ouais, c'est vraiment passé dans la sous-culture. Donc il y a tout plein de petites références. On va en citer et on parlait de quelques-unes. Donc la première c'est... Donc là Booba il oppose vraiment deux persos qui sont assez opposés. Genre d'un côté Marlo, ouais, c'est vraiment le mec qui a monté les échelons rapidement. Il est connu pour être genre intraitable, éliminer toute personne. Et de son côté McNulty c'est vraiment l'image du keuf qui laisse toute sa vie perso pour son travail et qui fait vraiment tout pour coffrer les trafiquants dont fait partie Marlo. Je suis pas du tout d'accord avec cette quote parce que pour moi... On vient pour faire l'expérience de l'amour, tu vois. On n'est pas venu là pour faire l'expérience de la guerre, du manque. Mais c'est pas tard, pense tout savoir. Pas dire à Derek McNulty que les vrais gangsters se cachent au pouvoir. La gradure il touche un point sensible. Je vais te faire quoi en tant que femme? Quoi? Parce que les vrais gagnants de The Wire, c'est des politiciens, les hauts gradés de l'État, les avocats, les multimilliardaires. Et qu'on voit bien avec le personnage du maire de Garcetti, le candidat à la mairie de Baltimore, qui est tout plein de bonne volonté et qui peu à peu il délaisse ses idéaux pour monter dans la hiérarchie quoi. On se demande au fond si c'est pas qui possède le pouvoir mais bien le pouvoir qui possède les hommes. Drop the mic. En fin de compte il y a peut-être des personnages avec beaucoup moins d'ambition personnelle comme Omar ou Bubble qui pour moi d'un point de vue moral sont plus vertueux quoi. La série est citée plein d'autres fois donc, comme par exemple la machine à billets fait chaud. Il faut souvent apprécié par toutes les filles. Patrick c'est pas The Wire. J'ai eu envie de bicrave. On m'appelle Sopra Farel, ils se prennent pour Barcel, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bell. Et sans transition, donc le dernier truc auquel j'ai pensé, donc là c'est le moment où j'ai spoil, donc il est encore temps de quitter. C'est la différence qu'il y a eu entre la mort de Stringer et de Omar. Donc quand Stringer il meurt, il est au sommet de son art quoi. En même temps, on le sent. Déjà auparavant, il y a la scène où il est avec Avon là au sommet d'un... Ça, cette scène là, elle sent la... On sent. Et même la scène finale où il se fait tuer, il y a d'abord la course poursuite, les mouvements de caméra, etc. Il y a toute une dramaturgie. Une fois qu'il se fait rattraper avec Omar et son pote, il y a ce jeu de regard, cette intensité dans les dialogues. À la mort de Omar, quand Omar meurt, il meurt comme une merde. Lui, quand il meurt, l'histoire continue comme s'il avait jamais existé. Tout le monde a d'autres trucs à branler, que ce soit les journalistes, Marlo ou McNulty quoi. Et moi je vois ça un peu comme si c'était un peu le retour de bâton, dans le sens où depuis le début, il arrive à s'y sortir de situations dans des bourbiers indépétrables. C'est une manière de le ramener à sa réalité d'être humain. La mort le démystifie complètement. C'est complètement différent des cathos qui, une fois morts, ils sont canonisés. Il s'est fait tuer quoi. Donc voilà, si vous êtes encore là, c'est cool. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. A plus.